les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenu les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Donc on est une association de loi 1901, on n'a pas d'actionnaire, on ne fait pas de bénéfices et toutes nos enquêtes sont en accès libre. Donc vous n'avez pas besoin de payer un abonnement en gros pour nous lire, sachant que donc une majorité de nos articles, de nos productions sont des articles vraiment écrits, et puis de plus en plus on fait des vidéos aussi en partenariat avec des créateurs de contenu pour essayer de toucher de nouvelles audiences. Voilà. Et dernière chose sur Disclose, on travaille beaucoup l'impact, ce qu'on appelle l'impact de nos enquêtes, c'est-à-dire que on va faire la démarche d'aller chercher les personnes qui sont les plus susceptibles de faire bouger les choses après qu'une enquête a été publiée. Typiquement, on va contacter des ONG en amont de la publication d'une enquête pour leur dire: regardez ce qu'on prépare, on peut leur envoyer l'article sous embargo, comme on dit, donc en ayant une promesse de leur côté qu'elles ne vont pas le diffuser avant la date de publication. Et derrière, on leur dit, voilà, si vous voulez vous en emparer pour faire une action, c'est votre boulot. Après, c'est pas le nôtre. On va aussi contacter parfois des élus, des parlementaires, qui ont initier une commission d'enquête ou une proposition de loi sur tel ou tel sujet, et pour leur dire regardez ce que Disclose a publié, peut-être que ça peut vous intéresser. Et ça, c'est une démarche du coup qui est assez originale pour un média, qu'on voit plutôt du côté des ONG où il y a des chargés de campagne qui font ce travail. Et nous, en fait, chez Disclose, on considère que l'enquête, ça sert à rien si elle provoque pas des changements concrets, et c'est d'autant plus important à l'heure où il y a beaucoup de déprime vis-à-vis de l'information. Je ne sais pas si dans votre entourage ou si vous-même vous êtes angoissé par rapport à l'information, mais les chiffres, c'est, je crois, 80% des Français qui disent ressentir de la fatigue par rapport à l'actualité. Et donc nous, on part du principe que si on arrive à montrer l'utilité du journalisme et à faire en sorte qu'il y ait des répercussions concrètes de nos révélations, on peut retisser ce lien aussi avec le public et puis montrer la valeur démocratique du journalisme. Voilà, c'était pour les grands mots. Je vais donc vous parler de Decathlon dorénavant. Decathlon, c'est une marque que vous connaissez, c'est vraiment une marque qui a un succès fou au niveau mondial, en fait. Nous, on le voit en France, on les connaît en France, mais dans le monde, c'est 1900 magasins. Ils ouvrent un magasin tous les 4 jours dans le monde, donc c'est vraiment une machine à cash énorme pour la famille qui les possède. C'est la famille Mullier, famille nordiste. En fait, chez Disclose, on a publié donc au total 6 enquêtes entre 2023 et 2025 qui concernent Decathlon, avec vraiment la plupart des enquêtes donc en début d'année dernière, sur les fournisseurs de Decathlon, c'est les sous-traitants, ceux qui permettent donc de fabriquer leurs produits, puisque vous voyez les marques, peut-être Quechua, Kalenji, etc. Ça, c'est toutes les sous-marques de Decathlon. C'est pas Decathlon qui a des usines à son nom qui va fabriquer ses produits. Decathlon s'appuie sur un réseau d'usines qui est complètement inconnu en fait, qui se trouve pour la plupart en Asie, et qui lui permettent de fournir des produits à bas prix. Et donc là aujourd'hui, donc nous on s'est intéressé à différents sujets. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement des conditions de travail, du travail forcé en l'occurrence, dans la chaîne d'approvisionnement de Decathlon. Je vous invite à aller sur le site de Disclose si vous voulez en savoir plus sur comment ils ont continué à vendre leurs produits en Russie de manière secrète, en passant par un paradis fiscal, ou bien comment ils contribuent avec le cuir dans leurs chaussures de randonnée à déforester l'Amazonie. Donc voilà, ça c'est d'autres thématiques. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les conditions de travail. Tout est parti de ça, c'est-à-dire de cette page sur le site de Disclose qui incite à devenir une source, comme on dit dans le jargon journalistique, à inciter en fait à être lanceur ou lanceuse d'alerte. On a une personne qui était employée de Decathlon qui nous a écrit pour nous dire, je me souviens encore de l'intitulé de son message, c'était « Problèmes éthiques chez Decathlon », avec tout un tas de descriptions de sujets qui, à ses yeux, étaient problématiques par rapport aux engagements de l'entreprise, etc.
Il y a beaucoup d'enquêtes journalistiques qui commencent comme ça, qui commencent avec une alerte qui est lancée par une personne qui a un intérêt à parler. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est quel est l'intérêt de cette personne de nous parler. Pourquoi est-ce qu'on se fait manipuler, c'est un petit peu la question qui vient juste après, mais voilà, qu'est-ce qui motive cette personne? Est-ce que vraiment elle bosse pour Decathlon? Quelles preuves elle peut nous donner de ça? Ensuite, quelles sont ses relations avec ses supérieurs, etc. Enfin, il faut vraiment essayer de comprendre ses motivations profondes à venir nous parler. Et puis, la dernière chose, c'est peut-être la plus difficile, c'est faire la part entre ce qui lui semble scandaleux à elle, à cette personne, et puis toutes les autres informations auxquelles elle a peut-être accès et qui nous semblent plus d'intérêt public, quoi. Voilà. Et donc au final, dans toute l'alerte qui nous avait été envoyée, je me souviens, il y avait 5 ou 6 points, il n'y en a aucun qui a fait l'objet d'une publication in fine chez Disclose. Mais c'est plutôt au fil de rencontres, moi j'ai rencontré une dizaine de fois cette personne, que on est allé sur d'autres terrains qui vraiment concernaient les conditions de travail chez Decathlon. Alors, Disclose, nous, on publie pas beaucoup d'enquêtes. On publie entre 20 et 30 enquêtes par an. C'est rien du tout par rapport à des médias hebdomadaires ou des médias comme Mediapart qui publient tous les jours, etc. Du coup, on est assez précautionneux avant de s'engager sur un sujet. Et on essaie vraiment de se poser la question de est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on peut avoir un impact là-dessus. Pourquoi on est allé sur Decathlon? Parce que déjà c'est la marque préférée des Français, et ça, de ce point de vue-là, on trouve que c'est intéressant d'aller voir les vraies recettes du succès de cette entreprise, donc qui est élue d'année en année marque préférée des Français, au-dessus de toutes les autres. Je crois qu'il y a 2 ans, la deuxième c'était Ikea. Alors il se trouvait qu'on avait déjà enquêté sur Ikea, donc voilà, c'était autour de Decathlon. Ensuite, c'est aussi une marque qui est adulée par ses employés, puisqu'il y a d'autres classements sur quelle est la marque préférée des salariés français, enfin l'entreprise préférée des salariés français, et c'est aussi Decathlon qui vient en tête. Donc on se dit, c'est super, tout est génial chez Decathlon. En interne, ils ont même cette expression on a le sang bleu, tellement donc on est fidèle, loyal à la marque, donc avec son logo bleu. Est-ce que tous ces salariés sont conscients des conditions dans lesquelles leurs produits sont fabriqués? Ça, c'est la question. Je ne sais pas si vous êtes baladé dans un magasin Decathlon ces derniers temps, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point il y a ce côté... on a l'impression que tout est fait en France. Il y a cette logique, on a la fierté française de Decathlon, c'est la marque française qui a son centre d'essai alpin dans les Alpes, pour les produits de la montagne qui est dans les Alpes, son centre à La Rochelle pour les trucs nautiques, etc. Enfin voilà, ils sont vraiment au top de l'innovation, et tout ça c'est fait en France. Bon, c'est une fausse histoire en fait, c'est-à-dire que la conception des produits elle a bel et bien lieu en France, sans doute des paradis pour les salariés de ces très beaux locaux, mais la fabrication concrète des produits qui sont vendus quelques euros, elle se fait dans des usines dans lesquelles les droits humains les plus élémentaires, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas dans un certain nombre d'usines, sont pas du tout respectés. Et c'est ce qui finalement nous motive le plus en allant enquêter sur Decathlon, c'est ramener cette entreprise à ce qu'elle est, c'est-à-dire une multinationale qui fait, l'année dernière c'était 900 millions d'euros de bénéfices nets d'impôts, donc c'est quand même des sommes qui sont énormes, et du coup forcément avec un tel pouvoir économique, une grande entreprise, elle a un pouvoir de pression sur ses fournisseurs, sur ses sous-traitants. Et donc c'est ça qu'on est allé chercher, parce que assez vite, moi, en allant interroger des salariés de Decathlon, anciens ou actuels, et puis des experts de l'industrie de l'habillement, en fait, je me rends compte que les sous-traitants sont prêts à tout pour travailler avec une marque comme Decathlon, parce que c'est une carte de visite qui leur permet d'aller démarcher d'autres marques occidentales, et puis parce que c'est la promesse de revenus récurrents aussi, en tout cas pour les patrons de ces usines, beaucoup plus que pour leurs employés, quoi. Un mot pour dire que ce qu'on a découvert pour Decathlon, ça vaut pas seulement pour eux, bien sûr. Je pense que il y a des chances de découvrir des conditions de travail déplorables dans pas mal de marques d'habillement qui aujourd'hui sont fournies en France. Mais comme
Decathlon, c'est justement cette belle histoire du Made in France, en tout cas en apparence, et ben ça nous semblait vraiment intéressant d'aller dessus. Ce qui était déterminant assez vite dans l'enquête, c'est d'avoir accès donc, à des documents confidentiels qui nous ont été transmis par la première source qui nous a contactés. Et notamment la liste des fournisseurs de Decathlon, la liste de ses sous-traitants. Donc là, c'était 1400 usines, je crois, à l'époque, à travers le monde, avec tout un tas d'informations sur combien Decathlon leur a acheté, où est-ce qu'ils sont localisés. Enfin, c'était une information géographique qui était un peu imprécise. Et puis surtout, dans les audits conduit par Decathlon sur le respect des droits humains dans chaque usine, quelle était la note de chaque usine en fait. Ils ont une échelle en interne qui note de A à E. A, globalement tout va bien dans l'usine. E, là ça va pas du tout, c'est la cata quoi. Et donc on s'aperçoit que dans les rapports officiels de Decathlon, ils se vantent que 80% de leurs fournisseurs soient notés entre A et C. Et puis en fait, on se rend compte que A et B, il y en a peut-être 5%, et puis tout le reste, c'est du C. Donc là, déjà, on se dit, intéressant. On commence déjà à cerner le fait qu'il y a sans doute des problèmes de conditions de travail. Et donc, ce document, il a été fondamental pour essayer de cibler des usines qui, potentiellement, donc, pouvaient mettre en danger leurs salariés. Je précise que Decathlon, c'est l'une des rares marques d'habillement qui ne publie pas sa liste de fournisseurs. En fait, des marques comme Adidas, Puma, Lacoste, Reebok publient intégralement toute la liste de leurs fournisseurs avec leur adresse, avec en général les résultats des audits, etc. Decathlon, qu'on pourrait imaginer plus transparente, parce qu'ils ont une page, enfin ils ont même un site web qui s'appelle Decathlon Engagement avec tout un tas de belles promesses. On aurait pu attendre d'eux qu'ils fassent ça, et ben non, c'est pas le cas. Donc cette liste, elle a été centrale pour essayer déjà de comprendre où est-ce que Decathlon s'approvisionne, et puis quelles seraient les entreprises sur lesquelles il faudrait se centrer en priorité. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on est allé chercher spécifiquement, celles qui réalisaient le plus de ventes à Decathlon, et puis on est allé voir comme on a pu comment les ouvriers et ouvrières y étaient traités. On a eu accès à d'autres documents internes, et notamment un tableau qui est utilisé par Decathlon avant de décider de travailler avec une usine. C'est vraiment un outil d'aide à la décision où ils définissent plein de critères. Ils disent sur tel point c'est intéressant parce que l'usine elle travaille avec d'autres marques low cost, donc du coup ils ont une culture du low cost. Ça c'est vraiment des mots qu'il y a dans la matrice officielle de Decathlon. Et il y a ce critère notamment qui, moi, à titre personnel, m'a vraiment choqué. Ils vont mettre un bonus pour les usines qui proposent un salaire minimal qui est plus bas que le salaire du pays. Donc là, c'est the average of the custom zone. Donc custom zone, c'est un pays. Donc typiquement, vous allez dans un pays comme le Bangladesh, où 50% de la population vit dans un bidonville, selon la Banque mondiale. Et même dans un pays comme ça, Decathlon va sélectionner les fournisseurs qui payent un salaire minimum plus bas que le salaire moyen dans le pays. Et donc là, on commence à voir en fait le vrai visage entre guillemets de Decathlon, qui est peut-être pas si surprenant. C'est une entreprise qui vise à faire du profit. À limite, dans un système capitaliste, c'est parfaitement normal, etc. Mais le problème, c'est que quand on met bout à bout toutes ces pièces, en fait, on se rend compte que tous les problèmes de droits humains, les problèmes environnementaux qui se retrouvent dans sa chaîne d'approvisionnement à Decathlon, ils découlent en fait de cette culture du low cost, vraiment. Et donc c'est pour ça que, c'est des mots qui sont revenus beaucoup, de fast fashion. Vous savez, quand on parle fast fashion, on pense à Temu, Shein, etc., H&M. Mais en fait, Decathlon se fournit dans les mêmes usines, globalement, à peu de choses près. Sauf que Shein fabrique surtout en Chine. Et donc ça, c'est déjà intéressant d'aller creuser là-dessus. Donc on a des documents qui nous le prouvent, et puis on a des salariés qui nous disent que chaque année, donc des salariés qui travaillaient en relation avec les fournisseurs en fait, de Decathlon, qui disaient que chaque année, ils demandaient à telle usine de baisser le coût de production de 2 à 3%.
Donc chaque année. Alors même que les cadences augmentent, qu'il faut produire autant de produits, enfin voilà. Et donc ça donne aussi un autre visage sur cette entreprise qui serait super généreuse avec ses salariés, etc. 90% de ses employés qui sont ravis de travailler pour Decathlon. Bon, là on parle des salariés de Decathlon, on ne parle pas de toutes les petites mains qui rendent ce succès possible, quoi. Du coup, sur le Bangladesh spécifiquement, on a eu beaucoup de données. Decathlon fabriquait beaucoup de ses chaussures. Ça, c'est une chaussure assez célèbre de chez Decathlon. Je ne sais pas si ça vous dit. Peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont au pied. C'est une chaussure qui est vendue à 15 €. Donc c'est vraiment leur premier prix en termes de running. Sur les 15 €, il y a à peu près 1,50 € qui revient aux ouvriers et aux ouvrières qui ont travaillé dessus, mais à tous les ouvriers et toutes les ouvrières. C'est-à-dire que la personne qui a cousu tel ou tel morceau de plastique dessus, elle va recevoir un demi-centime, etc. En fait, on s'est rendu compte que, bien sûr, Decathlon sait combien coûte chacun des matériaux qui rentrent dans la composition d'une chaussure, le lacet, la semelle, etc. Mais Decathlon sait combien lui coûte chaque minute de production dans une usine, sur une ligne de production. Ils ont créé ces tableaux en interne qui leur permettent de mesurer le coût par minute, c'est comme ça qu'ils l'appellent, de la ligne de production couture, de la ligne de production semelle, de la ligne de production packaging, etc. Et donc ça leur permet d'optimiser en permanence du coup leur coût. Et donc là, on voit que dans cette usine, au Bangladesh, il y a 1600 personnes qui produisent exclusivement pour Decathlon. C'est tout en haut, là, Total Direct Labor Workers pour Decathlon. Et à partir de ça, ils arrivent à calculer le nombre de minutes qui est alloué à Decathlon et puis du coup le coût par minute. Et en fait, ce coût par minute, donc c'est une mesure qu'ils ont inventée, mais qui sont un peu scientifisés, qui leur permet de comparer les usines entre elles. Et du coup, quand on est une usine de chaussures, il faut absolument être entre, je ne sais plus si c'était, je crois que c'est 20 et 30 centimes de dollars par minute de production, donc pour un salarié. Et puis, bien sûr, comment une usine elle optimise ses coûts comme ça, c'est le coût du travail, très largement, c'est pas le prix des machines. Donc c'est pour ça qu'en fait les fournisseurs de Decathlon font beaucoup appel à des apprentis. Donc c'est des jeunes, des adolescents qui ne sont pas soumis au salaire minimum au Bangladesh, en l'occurrence, tout ce que je dis là, ça vaut pour le Bangladesh. Et ça, c'est ce qu'il y a finalement de plus choquant, quoi. C'est de retrouver des ados comme ça. Ouais, voilà, qui se retrouvent donc à travailler à fabriquer des chaussures pour enfants. Moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus saisi. Et donc, comment du coup on a enquêté là-dessus? Moi, j'avais le nom des usines, j'avais ces fameux tableaux là pour certaines d'entre elles, qui permettait globalement de voir qu'il y avait des problèmes, des écarts entre le nombre de salariés, le salaire effectif, etc. Et après, en fait, j'ai travaillé, comme on fait beaucoup chez Disclose, sur des sources ouvertes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, des sites comme Google Maps, qui est très populaire au Bangladesh. Du coup, il y a vachement de salariés, d'ouvriers qui partagent des vidéos de l'intérieur de l'usine. Ça, c'est une mine d'or quand on est journaliste, parce que quand on sait que telle usine, elle travaille pour Decathlon, du coup, on peut voir à quoi ressemble concrètement l'usine. Et donc, je me souviens d'une photo complètement choquante où il y avait des jeunes ouvrières qui étaient assises sur des tabourets hauts d'une vingtaine de centimètres et qui étaient toutes voûtées comme ça à coudre des chaussures. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à vendre une chaussure de sport à 15 € en France, c'est pas très surprenant, mais c'est toujours bien de le rappeler, en tout cas, c'est un peu ce que je me dis. Et puis il y a des fournisseurs qui eux-mêmes publient en fait des brochures sur lesquelles ils se vantent de leur très faible coût de production. Et donc ça a été aussi une autre source. Et après, moi je suis pas allé au Bangladesh, mais je me suis beaucoup appuyé sur des gens qui localement ont pu se rendre dans des usines, ce que j'aurais pas pu faire moi de toute façon en tant que Français, et on a obtenu du coup des images d'intérieur d'une usine grâce à différentes sources. Je vais essayer de vous en montrer une si ça marche. Ah non, ça marche pas. C'est pas grave si ça marche pas. Non.
Ah ouais, alors il faut que j'aille là. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse chaussure de Decathlon qui est vendue 15 €. On voit le logo Decathlon là tout en haut à droite. Et donc il y a des ouvrières qui appliquent à main nue une colle très chimique pour le coup, sans aucune protection, sans gants, sans protection respiratoire, sachant que les chaussures elles sortent à 50 degrés là, de ce four. Et voilà, il y a des ouvrières qui restent debout toute la journée, etc. Donc ça c'est pas, c'est pas, je veux dire en soi. On peut s'en révolter, ça dépend de où on place son curseur moral, mais en tout cas, c'est jamais le genre d'image que vous verrez chez Decathlon. Vous verrez ces chaussures au pied d'un jogger ou d'une joggeuse sous le soleil et qui est ravi de pouvoir courir pour pas grand-chose. Donc voilà le type nous d'informations qu'on a pu révéler sur le Bangladesh. Pour ce qui concerne la Chine, ça a été, je dirais, encore plus choquant. Alors attendez, que je regarde. Comment je peux faire ça? J'ai perdu mon... Attendez, je vais me mettre là. Voilà. Bon, je ne montrerai plus de vidéo parce que c'est galère. Voilà. Donc, ça, c'était pour le Bangladesh. On s'est aussi intéressé à la Chine, parce que la Chine, c'est le premier pays de production pour Decathlon. C'est vraiment là qu'ils vont produire la majeure partie de leurs produits. Je crois qu'ils ont plus de 450 usines qui travaillent pour eux en Chine. Et moi, ce que j'ai voulu savoir, en fait, dès le début, c'est est-ce que Decathlon pourrait être impliqué dans des programmes de travail forcé en Chine. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu vent du travail forcé peut-être dans les champs de coton au Xinjiang, si ça vous parle. Donc le Xinjiang, c'est cette région qui est située à l'ouest de la Chine, dans laquelle vit une minorité ethnique, les Ouïghours, avec d'autres minorités ethniques, mais des minorités globalement turcophones qui parlent pas chinois. Et en fait, à la suite d'attentats considérés comme vraiment une vague terroriste par Pékin dans la région au début des années 2000, eh bien, les autorités chinoises ont fabriqué des camps d'internement, ça vous en avez peut-être entendu parler, de personnes ouïghours. Donc l'ONU estime qu'il y a à peu près 1 million d'Ouïghours qui ont été enfermés dans des camps, dans des prisons, ils ont subi de la torture, des violences sexuelles, enfin c'est vraiment, voilà, c'est sans doute la reprise en main d'une région autoritaire et la concentration de violations de droits humains la plus importante au monde, dont on n'a pas tant que ça parlé à mes yeux, pour le coup, mais voilà, c'est une politique d'oppression systématique qu'on n'avait pas vue sans doute depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il se trouve que les camps d'internement, dont on a un petit peu parlé à une époque, aujourd'hui ils n'existent plus en Chine, d'après ce qu'on sait. Ils ont été remplacés par des formes en fait d'oppression qui sont plus subtiles, si je peux dire ça. Et notamment, il y a beaucoup d'Ouïghours en fait qui sont forcés de travailler dans des usines dans lesquelles on a besoin de beaucoup de main d'œuvre. Et il se trouve que il y a 2 secteurs dans lesquels on a particulièrement besoin de main d'œuvre, c'est l'automobile. C'est pour ça que vous avez beaucoup de soupçons de travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement automobile. Et puis l'habillement. On n'a pas encore des robots qui savent coudre des polos de Decathlon. Donc la question moi que je me suis posée, c'est est-ce qu'il se pourrait que Decathlon soit impliqué dans ces programmes de travail forcé? Il y a quelques enquêtes qui, au début des années 2020, ont montré, notamment donc, dans le New York Times ou la BBC, qui ont réussi à faire le lien entre telle grande marque d'habillement et puis tel programme de travail forcé en Chine. Nous, ce qu'on a... Alors, il y a Decathlon qui apparaissait parfois très très loin dans un rapport d'une université obscure australienne sur oui, ils sont peut-être en Chine, etc. Mais c'était pas très précis. Et donc, la première question, moi, c'était voilà, est-ce que Decathlon peut être impliqué là-dedans? D'autant que sur leur fameux site Decathlon Engagement,
ils ont l'air vraiment très très engagés contre le travail forcé en Chine. Ils ont même cette mention sur leur site qui parle de très faibles salaires pour les Ouïghours, d'esclavagisme moderne, et puis ils ont cette phrase qui ressemble un peu à une promesse, c'est pour ne pas acheter du coton en provenance du Xinjiang, il faut avoir les moyens de savoir d'où il vient, il faut pouvoir le tracer. Bon, sous-entendu, nous on sait d'où vient notre coton. Alors, si vous êtes une marque d'habillement et que vous faites fabriquer des vêtements en coton en Chine, il y a de très grandes chances qu'ils viennent du Xinjiang, puisque la région, elle fournit à peu près 80% du coton qui est cultivé en Chine. Et donc, comme Decathlon se fournit en Chine, ça semblait quand même étonnant. Enfin, voilà, comment ils peuvent se prémunir de tout travail forcé dans leur chaîne de production. Alors, ce qu'on a découvert, donc là je dis on, puisque cette partie de l'enquête, je l'ai faite en partenariat avec l'émission Cache Investigation sur France 2. Donc ils sont venus nous voir après des premières enquêtes sur Decathlon pour nous dire on aurait sans doute intérêt à bosser ensemble, et ça a été effectivement très utile parce qu'on a pu s'appuyer sur les moyens assez considérables de la télévision et du coup, quand on voit ça là, sur la page d'engagement de Decathlon, le problème c'est qu'on ne peut pas le vérifier, parce que rappelez-vous, la liste de fournisseurs, en fait, elle n'est pas publique. Donc on a essayé de voir quels étaient les fournisseurs de coton. Alors comme c'est pas des fournisseurs directs, ça a été très très dur de faire par ce biais. Donc du coup on s'est concentré sur autre chose. On s'est concentré sur les principaux fournisseurs d'habillement, de vêtements, de textiles pour Decathlon en Chine. Et en l'occurrence, moi j'ai identifié un grand groupe local qui s'appelle JIFA. C'est le deuxième plus gros fournisseur de Decathlon en Chine pour le textile. Et il se trouve que JIFA, c'est un groupe qui est impliqué à de multiples niveaux dans des programmes de travail forcé en Chine. Et ils ont une usine au Xinjiang, donc vraiment localisée dans la région ouïghour, qui indiquait sur une obscure fédération locale d'habillement que l'usine avait été certifiée par Decathlon pour sa politique de droits humains. Alors bien sûr, ça on se dit super, ils ont trouvé la bonne usine au Xinjiang. Et en fait, en creusant, avec l'aide notamment d'un chercheur indépendant ouïghour, on s'est aperçu que cette usine, elle s'appuyait notamment sur un lycée professionnel dans lequel sont embrigadés, il n'y a vraiment pas d'autre mot, des jeunes ouïghours qui sont donc sortis de leur famille, en fait, parce que c'est beaucoup de population rurale qu'il y a dans cette région, pour aller dans ce lycée professionnel, et qui la journée travaillent à l'usine et le soir subissent des cours de sinisation, donc des cours sur la culture chinoise, sur les arts de la table en Chine, sur bien sûr de mandarin, etc., pour toujours plus les éloigner en fait de leur culture. Et ça, c'est une politique qui a été assumé par Pékin, qui dit que la meilleure manière aujourd'hui d'éradiquer en fait les spécificités de la culture ouïghour, c'est de séparer les familles et de les mettre à l'usine, quoi. Voilà. Et donc il se trouve que Decathlon était relié à ça. Ça c'était donc pour une usine qui était liée au Xinjiang. Et puis JIFA, donc ce fameux groupe, on a réussi à remonter à peu près 25 usines qu'ils avaient en Chine. Donc le Xinjiang, c'est à l'extrême ouest, c'est une région très fermée, les journalistes occidentaux peuvent pas y aller. Et puis, ils ont beaucoup d'usines dans l'est de la Chine, qui là est beaucoup plus ouverte, une région beaucoup plus riche. C'est vraiment là-bas, c'est dur de trouver de la main-d'œuvre pas chère en fait. Et donc, ce que fait JIFA, c'est qu'ils font venir des Ouïghours jusque dans les régions riches de la Chine. Donc ça, c'est une autre forme de travail forcé, pour le coup, de déplacement de population. Et donc, on s'est rendu compte que il y avait deux usines de l'est de la Chine qui travaillaient pour Decathlon et qui avaient reçu donc des travailleurs et travailleuses ouïghours. Et c'est là qu'on a pu s'appuyer notamment sur Cache Investigation, qui a fait appel à 2 journalistes françaises basées en Chine, qui sont allées visiter un des fournisseurs qu'on avait identifié. Et elles se sont fait passer pour des touristes qui étaient de passage dans la région.
Et en prétextant d'aller aux toilettes, elles ont réussi, donc devant l'usine, elles ont réussi à rentrer dans l'usine et à filmer l'intérieur de cette usine. Et ça, c'était un petit peu le pompon, le truc auquel on ne s'attendait pas à trouver en allant dans cette usine. Mais il y a notamment donc, une fillette de 12 ans, chinoise pour le coup, pas d'origine ouïghour, qu'on a trouvée en train de coudre des vêtements. Du coup, quand on a poser des questions à Decathlon sur mais qu'est-ce que faisait une fillette dans votre atelier, etc. Leur première réponse, ça a été en fait, on a vérifié et puis il y avait effectivement une fillette ce jour-là, là, de juillet 2025, mais elle est restée à l'écart de la ligne de production. Ils n'avaient pas l'image que nous on avait pour le coup. Ils ont inventé un truc complètement farfelu. Elle accompagnait sa grand-mère qui devait l'emmener à un rendez-vous médical après. Enfin bref, voilà. Mais elle n'a pas dépassé la ligne jaune voilà. C'était vraiment complètement invraisemblable. Le jour de la diffusion de l'enquête, Decathlon commence à avoir peur, pour le coup. Ça, c'est ce qui s'est passé donc, juste avant la publication. Il commençait à y avoir des articles. Nous, on a fait pas mal de teasing chez Disclose sur attention, Decathlon, ça va chauffer. Avant même donc la diffusion du Cache Investigation, là, un jeudi soir, il y a la CEO, la présidente de Decathlon, qui écrit à tous ses salariés pour leur dire je vous rappelle nos engagements, etc. On ne tolère pas le travail forcé. S'il y en a, alors vraiment, c'est que ça a échappé à notre vigilance, etc. Bref, on sent qu'il y a beaucoup de panique. Et en parallèle, ce qu'ils font de beaucoup plus pernicieux, c'est qu'ils envoient des contre-feux, comme on dit dans le jargon, à plein de médias pour essayer de sabrer notre enquête, d'instiller le doute, en fait, notamment sur cette jeune fille. Donc, moi, je sais qu'ils ont envoyé des médias comme La Voix du Nord, puisque Decathlon, c'est une enseigne lilloise, donc c'est le journal local. La Voix du Nord, qui reçoit la carte d'identité de la fillette, le certificat de la grand-mère qui dit non, elle n'est pas là. Sauf qu'ils n'avaient toujours pas vu nos images, quoi. Et donc, bien sûr, cette belle histoire, elle se retrouve quand même sur La Voix du Nord, elle se retrouve sur l'AFP, l'agence France Presse, qui, moi, m'appelle et me dit attendez, c'est n'importe quoi vos histoires. Enfin, là, en tout cas, ils ont l'air solides sur ça. Moi, je leur dis regardez le reportage ce soir et puis on en reparlera, quoi. Et donc, de fait, ça n'a pas tenu, cette fable de la petite fille, elle était là par accident. Et ils ont reconnu en interne, mais jamais publiquement, que en fait, la petite fille n'aurait jamais dû se trouver là, qu'il y avait un problème systémique avec ce fournisseur. Et ils ont arrêté de travailler avec le groupe JIFA. Et donc j'en viens pour terminer, parce que si vous aurez peut-être quelques questions, sur les impacts de l'enquête. Donc elle a occasionné à peu près 150 reprises, donc dans les médias français et à l'international aussi pas mal. Donc en France, on a travaillé avec Cache Investigation. Sur le volet Amazonie, moi j'ai travaillé avec un média néerlandais pour le coup. Chez Decathlon, donc il y a eu plusieurs annonces, mais toujours en interne. Au Bangladesh, désormais, leurs usines sont plus auditées par leurs propres équipes, qui se retrouvaient un peu dans une position de juge et partie, parce que finalement, une usine qui propose une chaussure pas chère, on a vraiment intérêt à continuer à travailler avec elle, donc on va peut-être relever un peu sa note, etc. Enfin voilà, ça c'est ce que me disaient en tout cas des salariés de Decathlon. Donc désormais, c'est des cabinets externes qui auditent leurs usines. Ils ont suspendu donc leur collaboration avec JIFA. Ils disent que maintenant, ils testent le coton qui rentre dans la composition de leurs vêtements. C'est-à-dire, ils font des tests génétiques parce qu'on peut tracer en fait avec donc des isotopes dans le coton, savoir s'il vient de la région ouïghour ou pas. Voilà. Ça, c'est des annonces qu'ils ont faites en interne. Ce serait intéressant de savoir si effectivement c'est suivi des faits. Et puis il y a eu beaucoup de bruit en interne. Enfin, moi j'ai reçu des captures d'écran de leurs outils de communication, de boucles mail en interne, où vraiment il y a des salariés très très remontés, quoi. Au-delà de ça, il y a l'ONU via son commissariat aux réfugiés qui a appelé Decathlon à réagir sur ces liens avec donc le travail forcé en Chine. Et puis mon collègue de France 2 et moi-même, on a été auditionnés aussi à l'Assemblée nationale en vue d'une potentielle législation qui pourrait bannir le travail forcé, sachant qu'il y a aussi une loi là-dessus qui est en préparation au niveau européen, quoi. Dernière chose, ce qu'a dit Decathlon
en interne toujours, hein, ils n'ont jamais rien reconnu en externe. En parlant du coup des articles de Disclose, ces récents articles ne font qu'accentuer notre volonté d'agir pour améliorer notre chaîne d'approvisionnement. Donc c'est pas ça, c'était lors d'un comité social économique qui réunit les représentants des salariés, voilà, en gros, qu'ils ont écrit ça. Rien n'indique qu'aujourd'hui, ils ont corrigé fondamentalement leur modèle. Hein. Le low cost est toujours la règle pour Decathlon. Moi, j'ose espérer que ça a permis déjà d'ouvrir les yeux de clients et clientes potentiels de Decathlon en se disant bon bah je vais peut-être y réfléchir à deux fois sur une paire de chaussures qui est vendue si peu cher. Et au-delà de ça, on a été contacté moi j'ai été contacté par d'autres marques d'habillement qui voulaient savoir en gros si on avait des choses sur elles, et puis qui en même temps étaient, ce qui est assez bon, j'allais pas leur répondre oui ou non de toute façon, mais qui montrent que c'est des enquêtes qui sont lues, qui renforcent une forme de pression qui est un peu difficile à quantifier, mais de pression médiatique, de contre-pouvoir en tout cas vis-à-vis de ces multinationales. Avec, pour terminer, quand même un point de vigilance très fort, c'est que notre enquête sur la Chine, elle a occasionné une réaction de l'État chinois qu'on n'avait pas du tout anticipé, qui a lancé en fait une campagne de harcèlement en ligne contre les 2 journalistes françaises qui sont allées dans l'usine de Gifa. Et alors ça, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais en fait, elles ont été menacées pour le coup. Donc en ligne, il y a eu un déferlement de haine en ligne, comme peuvent le subir un certain nombre de femmes journalistes. Mais au-delà de ça, elles ont été suivies par les services secrets chinois. Elles ont dû quitter la Chine pour les 2 d'entre elles. Il y en a une qui n'a pas pu rentrer. Et ça, en fait, c'était une opération coordonnée pour le coup de l'État. Nous, on a il y a une vidéo là d'une chaîne qui s'appelle Reports on China, qui est une chaîne de désinformation loyaliste pour le coup vis-à-vis de la Chine, qui a fait un tissu de mensonges sur notre enquête et qui a été abondamment commenté, vu et tout. Et nous-mêmes, notre enquête vidéo sur le site, sur YouTube, en fait, il y a eu, je crois, 1500 commentaires, ce qui est un record pour Disclose, il y a une petite audience. Et en fait, c'est que des bots, des robots, donc, qui ont été téléguidés pour le coup par la Chine, et avec que des Chinois qui témoignent, qui disent alors moi, je suis Chinois qui vit en France, et vraiment, je trouve que la télé publique française, c'est n'importe quoi, et puis Disclose, c'est pas sérieux. D'autres qui disent vraiment la désinformation des journalistes français sur la Chine, c'est terrible, etc. Donc, on s'est rendu compte avec cette enquête en fait qu'en voulant toucher entre guillemets une grande marque, on touche aussi à des intérêts économiques fondamentaux d'un pays comme la Chine pour le coup, et c'est dans entre guillemets bon signe parce que ça veut dire qu'on est au bon endroit, mais c'est aussi un mauvais signal par rapport aux atteintes à la liberté de la presse qui malheureusement n'ont pas lieu qu'en France. Et donc c'est mon mot de la fin, c'est pour ça qu'il faut défendre plus que jamais les médias indépendants. Et si vous voulez en savoir plus sur Disclose, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter parce qu'on publie donc pas beaucoup, on n'inonde pas les boîtes mail, et la prochaine enquête elle paraît mercredi et elle implique une autre entreprise très active en France, donc voilà, j'espère qu'elle pourra vous intéresser. Et maintenant à vos questions si vous en avez. Je sais pas s'il y a un micro qui peut se balader, je vois pas. Ouais. Okay. Ou si vous voulez que j'approfondisse un point, voilà. Ou si vous voulez y aller, puisque de toute façon on a commencé un peu en avance. Oui, bonjour, merci pour votre travail déjà pour commencer. Et ensuite, vous parliez tout à l'heure du cuir dans les chaussures. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est l'enquête que j'ai faite en partenariat avec le média néerlandais. En fait, il y a ce même média néerlandais avait enquêté sur le cuir des chaussures Adidas et avait remonté la chaîne d'approvisionnement de ce cuir, ce que je trouvais passionnant. C'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question de d'où vient le cuir de mes chaussures ou de ma veste, etc. Et tout ça emmenait au Brésil, puisque le Brésil, donc, c'est de très loin le premier producteur de bœuf au monde.
Et il se trouve que l'élevage du bœuf, c'est de très loin le premier responsable de la déforestation. On pense que c'est peut-être le café, le soja, etc. En fait, le bœuf, c'est 80% de la déforestation au Brésil. Déforestation de l'Amazonie notamment, hein, qui est, comme on l'appelle, le poumon vert de la planète. Bref, vous voyez le lien entre changement climatique et puis déforestation. Et du coup, là-dessus, comment on a fait ? En fait, dans la liste de fournisseurs, on a trouvé une dizaine de tanneries, donc d'usines qui transforment les peaux en cuir, qui sont toutes localisées au Vietnam, qui est une grande spécificité de tannerie. Et donc là, après, moi, avec la journaliste néerlandaise, là, on a fait vraiment des recherches sur d'où peut venir ce cuir. Et donc, on s'est appuyé sur des données qui sont des données douanières, c'est-à-dire qui retracent les échanges commerciaux entre entreprises à l'international. Alors, c'est très dur d'accéder à ces données. Il faut s'abonner à des plateformes qui coûtent 10 000 € par mois, etc. Mais bon, par des sources, on a réussi en fait à obtenir ces données gratuitement. Et on a vu notamment que le premier producteur de bœuf au Brésil, c'est une entreprise qui s'appelle JBS. C'est le mal sur terre, cette entreprise. Enfin, on a eu des échanges avec eux. Moi, j'ai jamais eu d'échange aussi manipulatoire de la part d'une entreprise avec eux. On leur posait des questions et puis ils nous répondaient, mais qu'est-ce qui vous ferait dire qu'on serait impliqué dans telle ou telle opération de déforestation ? Et est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien vérifié ça ? Parce que vous savez, il y a eu tel journaliste qui a été condamné en diffamation pour... Enfin, c'était vraiment l'enfer. Et donc, on s'est aperçu, pour finir, que JBS avait fourni... donc, s'était approvisionné lui-même dans des champs issus de la déforestation, donc des anciennes terres qui étaient forestées et qui ont été où les arbres ont été abattus. Et puis on a remonté vraiment le chaînon du bœuf depuis la ferme d'élevage jusqu'à l'abattoir, jusqu'à ensuite un port brésilien qui envoie donc ses peaux de bovins jusqu'au Vietnam. Et donc là, on s'est aperçu que les deux plus gros fournisseurs de cuir de Decathlon, en fait, s'approvisionnent au Brésil. Et donc, alors on ne pourrait pas dire cette chaussure spécifiquement. Il y a du bœuf qui a été élevé là, hein, ça c'est pas possible. Mais par contre, on sait qu'il y a très clairement de très forts soupçons. Et pour terminer notre enquête met au jour là-dessus, c'est que Decathlon vérifie pas du tout la provenance du cuir. On leur a demandé comment vous faites en fait pour vous assurer que le cuir il n'est pas issu de la déforestation, parce qu'ils ont un petit engagement sur leur site là-dessus. Et en fait, ils font signer un courrier à leur fournisseur, dont ils nous ont envoyé une copie, qui dit nous ne nous approvisionnons pas dans des zones déforestées, quoi. Et c'est juste ça, c'est une lettre d'une page qui dit cet engagement. Donc voilà. Alors cette enquête, elle a eu très peu d'écho pour le coup, parce qu'elle a été publiée juste après celle sur les Ouïghours, qui a vraiment pris le pas. C'est un petit regret moi que j'ai, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est quand même passionnant parce que c'est pas très connu, je pense, d'où vient le cuir qu'on consomme, et ça incite à regarder de plus près. Moi, c'est vrai que si j'ai un message, c'est regarder de plus près les engagements qui sont et la transparence surtout réelle des marques d'habillement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait qui disent globalement comment on vérifie que nos fournisseurs s'approvisionnent pas dans les zones déforestées, etc. Donc voilà. Et clairement, Decathlon, ils ont corrigé quelques petites choses là sur leur site engagement. Ils sont moins forts. La page que je vous ai montrée tout à l'heure là sur le coton, elle a disparu de leur site juste avant la publication de notre article, après qu'on leur a posé des questions. On l'avait sauvegardé. Mais du coup, voilà. Méfiez-vous des belles promesses des multinationales de l'habillement. Oui, une question par là. Merci. Vous avez parlé de partenariats avec d'autres médias ou des médias dans d'autres pays. Et puis comme vous enquêtez beaucoup sur les multinationales qui ont un peu des fournisseurs un peu partout, est-ce qu'il existe des consortiums un peu de journalistes dans différents pays et qui peuvent s'allier, s'entraider pour des enquêtes spécifiques? Oui, tout à fait. Alors sur les multinationales, il n'y en a pas vraiment qui se sont montés des consortiums. Alors il y a celui qui est fameux, c'est l'ICIJ, Consortium international des journalistes d'investigation, eux qui sont à l'origine des révélations sur les Panama Papers notamment, et de pas mal de collaborations sur les paradis fiscaux. C'est eux aussi qui sont à l'origine des révélations sur les camps d'internement en Chine. Donc voilà. Alors l'ICIJ, on n'a jamais bossé avec eux.
mais ils préfèrent les gros médias, genre Le Monde, voilà, bon, c'est le jeu. En revanche, nous, on travaille beaucoup avec des réseaux thématiques, en fait. Donc là, on a beaucoup enquêté chez Disclose sur les PFAS, les polluants éternels. Et donc, typiquement, là, il y a des consortiums de journalistes européens qui travaillent beaucoup dessus. Et pour Decathlon, effectivement, on n'a pas bossé là-dessus, mais on est allé chercher, en fait, les partenaires, typiquement le média néerlandais, là, qui s'appelle Follow the Money, qui nous a apporté une aide essentielle en fait, pour nous permettre de faire ces révélations. Et c'est vrai que nous on revendique le fait d'enquêter en partenariat chez Disclose, et parfois on enquête en partenariat avec des ONG aussi. Donc on le dit très précisément, il y a pas mal de... Ça, c'est moi qui parle, qui le dit, mais il y a pas mal d'hypocrisie, à mon sens, chez une partie des journalistes qui invisibilisent beaucoup le travail des ONG, en fait, qui sont vraiment fondamentales pour lancer l'alerte. Il y a beaucoup d'enquêtes qui commencent en fait avec le travail d'une ONG. Et donc nous, on n'a pas peur en fait chez Disclose d'afficher un partenariat avec une ONG. Ça ne veut pas dire que on va nous-mêmes aller manifester dans la rue ou faire une action directe contre un bateau, etc. avec Greenpeace, mais simplement on mutualise nos efforts d'enquête. On partage nos informations et puis après chacun dans son couloir de nage va faire son travail, quoi. Donc voilà. Mais du coup pas de consortium encore à ma connaissance sur les multinationales, mais ce serait intéressant. Je sais pas si une dernière question. On en reste là. Ouais. Merci à vous. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.